Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour ce petit flash spécial qui sort dans des conditions et dans un contexte un peu difficile. On va parler des sanctions mises en place par la communauté sportive internationale, dont le football, à l'égard de la Russie. Vous savez que j'aime beaucoup parler du contexte politique et géopolitique parce que c'est ce que j'étudie et je trouve ça très intéressant de pouvoir le mêler à ma passion qui est le football, mais plus largement le sport. Comme vous le savez, jeudi dernier, le président russe Vladimir Poutine a lancé une offensive de grande ampleur sur l'Ukraine, menaçant l'ordre européen et la sécurité internationale et constituant d'ailleurs la plus grave crise géopolitique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'objectif de cette vidéo ne va pas d'être de vous expliquer le conflit. Il y a 4 mois d'ailleurs, j'avais sorti une vidéo, je vous mets une petite fiche en haut à droite, qui permettait d'analyser pourquoi le match Russie-Ukraine était-il interdit. Donc on était revenu un petit peu sur le contexte général entre les deux équipes, entre les deux pays. Là, on ne va pas parler de ce conflit, ce n'est pas l'objectif. Le but, ça va être de voir les sanctions qui ont été mises en place par les institutions internationales pour punir la Russie, pour sanctionner la Russie, et puis quelles sont tout simplement les conséquences sur le monde du sport, les conséquences notables pour la Russie. Alors certains vont dire qu'on ne doit pas mêler sport et politique, mais les deux sont en réalité intrinsèquement liés. Le sport est aujourd'hui un pilier des relations internationales. Et vu comment Vladimir Poutine a utilisé le sport ces dernières années pour étendre le soft power russe, c'est-à-dire ce pouvoir par l'influence et par la diffusion, eh bien, attaquer là-dessus, prendre des sanctions dans ce domaine, c'est véritablement faire une grosse pression sur le régime russe. Il est d'ailleurs très sportif lui-même, Vladimir Poutine, on a plein de photos de lui s'affichant, par exemple en train de faire du judo. Commençons par le football. L'information principale, c'est bien sûr l'exclusion de la Russie par la FIFA de la prochaine Coupe du Monde 2022. C'est l'information centrale qui a été officialisée lundi soir. La Russie devait passer par des barrages, on le sait. Ils étaient dans la même voie de qualification que la Pologne notamment. La décision est tombée, elle fait donc suite à certaines indications de l'UEFA qui met pointé du doigt les possibles difficultés à organiser les barrages avec ce qui se passe actuellement et puis bien sûr avec le boycott lancé par la Pologne. Et voilà, c'était des pressions faites par les fédérations. La Pologne a très vite réagi en disant on ne jouera pas contre la Russie, décision soutenue par Lewandowski et puis par les fédérations tchèques et suédoises qui sont dans la même voie de qualification. La FIFA a un peu tardé avant d'exclure la Russie par rapport à d'autres institutions. Elle avait d'abord déclaré que la Russie jouerait sans bannière, sans hymne et sur terrain neutre. Là, elle va plus loin, mais elle a été critiquée pour sa mise en route un peu lente. L'UEFA a été un peu plus rapide dès le lendemain de l'agression russe. Elle s'est réunie en comité d'urgence et elle a délocalisé la finale de la Ligue des Champions 2021-2022 qui devait théoriquement se tenir à Saint-Pétersbourg en Russie. C'est finalement Paris qui récupère la finale. L'organisation a aussi suspendu toutes les équipes russes de ces compétitions européennes ainsi que la sélection nationale. Conséquence, le Spartak Moscou est disqualifié de l'Europa League et ne pourra pas jouer son huitième de finale contre Leipzig. Alors bien évidemment, vous allez me dire que c'est extrêmement triste et dommageable de sanctionner des joueurs russes ou des joueurs évoluant en Russie qui n'ont rien demandé. C'est clair que ça met un stop à leur carrière, mais je pense que c'est à mon avis des décisions, des sanctions évidentes parce que Vladimir Poutine c'est quelqu'un qui a un lien important avec le football. Il a utilisé énormément le pouvoir du football dans sa politique depuis quelques années. Il a des liens très proches avec l'UEFA, des liens encore plus proches avec la FIFA dont son président Gianni Infantino. Et puis il a un point important aussi dans la Fédération russe de football qui est proche du Kremlin. Rendez-vous compte aussi de l'image que ça dégage sur la scène internationale, dans l'opinion publique. La Russie de Poutine passe d'hôte de la Coupe du Monde 2018. Voilà, l'événement planétaire sportif par excellence, qui est une vraie communion, censée être une fête internationale, à une paria de la communauté sportive internationale rejetée de tous les événements, dont la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Alors voilà, on pourrait aussi parler de la tenue de cette Coupe du Monde au Qatar, qui n'est pas franchement exceptionnelle. On en reparlera certainement dans une autre vidéo. Mais voilà, cette sanction, elle est hautement symbolique. Autre chose, dans le football, encore, il y a des clubs qui ont pris position, dont Schalke 04 qui a stoppé son partenariat avec le groupe gazier Gazprom. Je rappelle que Gazprom est un groupe lié au pouvoir et à l'État russe. Le sponsor a disparu du maillot, tout comme l'UEFA qui a mis fin à son fructueux accord avec Gazprom. Vous savez que Gazprom, c'était un sponsor de la Ligue des Champions. Beaucoup le connaissaient avec le clip We Light Up de football. Pour les plus anciens, il y avait régulièrement un petit clip qui en rendait certains nostalgiques. Mais aujourd'hui, c'est fini également pour les futures compétitions comme l'Euro 2024. On peut aussi parler des sanctions envers les oligarques russes, envers ces riches milliardaires, par exemple Roman Abramovich, proche de Vladimir Poutine et puis propriétaire de Chelsea. Le Royaume-Uni a bloqué son entrée
sur le sol britannique et pourrait tenter de le sanctionner. On va voir si ces sanctions indirectement vont faire mal au club des Blues. Enfin, on termine par de belles scènes, de belles mobilisations, notamment de la part d'Ukrainiens bien sûr, à Shevchenko qui a pris part à des manifestations, Mykolenko et Zinchenko ensemble avant Everton, Manchester City, ou Malinovski qui a passé un message après ses buts en Europa League, donc une mobilisation pour leur pays. À noter aussi la courageuse prise de position du joueur russe Smolov qui a déclaré lui aussi non à la guerre sur son compte Instagram. Allez, on va parler un peu d'autres sports, ça me semble très intéressant à noter ça. La FIA a annulé le Grand Prix de Formule 1 de Sochi qui devait se tenir en septembre 2022, ville très importante pour le sport, pour Poutine. On se rappelle que c'était la ville hôte des JO 2014. Et cette décision fait suite notamment aux déclarations de Max Verstappen, champion du monde récemment, et puis de Sebastian Vettel qui prend régulièrement des positions assez franches sur des sujets. Verstappen disait « ce n'est pas normal de concourir dans un pays qui est en guerre ». Voilà, on n'oubliera quand même pas qu'on organise un Grand Prix de Formule 1 en Arabie Saoudite, pays qui est en guerre depuis des années contre le Yémen et qui viole régulièrement les droits de l'homme. En tennis, Rublev, le joueur russe, a également pris une position très courageuse en disant non à la guerre, en écrivant sur la caméra non à la guerre. Medvedev a également demandé la paix. Des sanctions pourraient toutefois être prononcées envers des joueurs et des joueuses russes. On parle d'une possible exclusion de la Fédération internationale de tennis et d'une potentielle disqualification au tournoi d'Indian Wells. Ces sanctions-là sont encore d'actualité. Au moment où je tourne, elles ne sont pas officielles. L'Ukrainienne Svitolina, femme de Gaël Monfils, a également manifesté sa colère et a demandé à l'ATP et à la WTA de prendre véritablement de lourdes sanctions. En rugby, la Fédération internationale a banni la Russie et la Biélorussie de ces fédérations et a annulé, disqualifié la Russie pour la prochaine Coupe du Monde 2023 qui se tiendra en France, je le rappelle. En hockey, ensuite, la Fédération internationale a banni la Russie et la Biélorussie du mondial qui doit se tenir théoriquement cette année. Et enfin, le comité olympique recommande un bannissement des athlètes russes et l'interdiction de toutes les compétitions sur le sol russe et biélorusse. Déjà que la Russie était un peu en difficulté avec le mouvement olympique, on se souvient cette affaire concernant le dopage. Ils avaient notamment défilé sous le nom Russian Olympic Committee lors des JO de Pékin. En conclusion, ces sanctions qui sont très lourdes, elles marquent vraiment la fin de l'apolitisme du sport. On voit là avec ces décisions toute l'importance du sport dans la politique et dans les relations internationales. Et puis, comme je l'ai dit, en premier lieu, Vladimir Poutine est un homme qui fait du sport et qui a fait du sport un point central de sa politique pour la Russie. On assiste vraiment à quelque chose d'unique parce que, comme rarement, les institutions sportives mondiales se sont mobilisées pour faire pression sur un seul homme. Ça reste à voir si ça va fonctionner, en espérant qu'on trouve une voie diplomatique, une sortie diplomatique de ce conflit avec un abaissement des tensions. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce petit bilan vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Est-ce que vous comprenez les sanctions sportives à l'égard de la Russie? Oui, non, pourquoi? Moi, je pense qu'il y a des sanctions évidente qu'il fallait prendre parce qu'on assiste quand même à un événement assez dramatique. Alors après, voilà, c'est extrêmement dommageable pour des centaines d'athlètes, de sportifs qui n'ont rien demandé, qui voient leur carrière injustement stoppée. Mais voilà, on vit un moment d'histoire important. C'est pas pour rien que c'est la plus grave crise internationale depuis 1945. On se retrouvera cette semaine encore pour une vidéo un peu plus sympathique, je vous l'avoue. 3e épisode de l'Arena Foot au Stade. Il y a un certain Dusan Vlahovic qui revient à Florence en demi-finale de Coupe d'Italie. Ça vous dit? Ce sera dispo sur la chaîne cette semaine, 3e épisode de l'Arena Foot au Stade. Passez une belle soirée les amis, prenez soin de vous et profitez des vôtres. On ne cessera jamais de rappeler que c'est le plus important. Ciao!